Donc nous, notre dernière table ronde est intitulée l'artiste comme médiateur, ou médiatrice, on pourrait dire. La création contemporaine au service du territoire, point d'interrogation. Donc vous voyez qu'on a deux thématiques possiblement différentes mais qui se rejoignent. La question de la médiation de l'art, la médiation de la création contemporaine et la question aussi du développement des territoires puisque la création contemporaine peut y contribuer, mais elle peut aussi être parfois libre et émancipée. C'est vrai que le collègue qui avait préparé cette table ronde, je le reprends parce que c'était intéressant de la part d'un conseiller art plastique, art visuel à la DRAC, avait commencé en fait son introduction en listant justement des éléments qui sont dans la loi CAP de 2016, en citant les mots de son début: la création artistique est libre, la diffusion de la création artistique est libre. Voilà, donc c'est pas forcément une évidence que cette création artistique soit au service d'un territoire, mais en tout cas il est complètement pertinent. Donc pour discuter, nous avons deux hommes, deux femmes, une belle parité. Je pense que c'est un élément qu'il faut qu'on se dise comme un élément important dans nos prochaines tables rondes aussi. Nos intervenants viennent d'horizons géographiques, de métiers et de parcours et d'expériences professionnelles diverses. Donc je vais les citer brièvement et puis ensuite je vais laisser à chacun d'eux le soin, au travers de leur parcours, de mettre l'accent sur un exemple pour ouvrir le questionnement qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, du coup, je vais commencer un petit peu dans l'ordre de distribution du micro. Donc, Emmanuel Tiblou, donc vous nous rejoignez cet après-midi. Vous n'avez pas encore suivi tous les échanges, mais vous allez tout à fait, on va dire, voilà, on a déjà eu l'occasion d'en échanger. Vous êtes directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris depuis déjà quelques années, donc un établissement de formation. La question de la pédagogie, de l'enseignement, je pense, sont intéressantes et comment ils s'emparent de ces questions-là. Et surtout, vous avez été à l'initiative d'un programme qui s'appelle Design des mondes ruraux. Voilà, donc je vous laisse peut-être nous livrer quelques éléments sur vous et cette action de l'artiste au service du territoire. Merci. Pardon, je vais allumer le micro. Là, voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, en effet, je suis ici et je peux parler, en tout cas, où j'ai une double expérience. Ce programme qui s'appelle Design des mondes ruraux et puis une résidence artistique en milieu rural dont je suis le directeur artistique pour cette année et l'année prochaine, et qui est sans doute l'une des plus anciennes résidences d'artistes en milieu rural. Ce sont les ateliers des Arcs dans le Lot, et nous avons lancé les résidences. Ce début de semaine, c'était le mardi ou mercredi. C'était mardi soir, voilà. Donc je reviens là du Lot après être passé par Paris. Et pour commencer, je ferai juste une ou deux remarque, c'est d'abord, alors il n'y a plus le titre à l'écran, mais cette idée de la création artistique au service du territoire, je trouve que ça n'est pas un hasard sans doute si les choses sont formulées ainsi. Et il faut que vous sachiez que la semaine dernière, j'étais à un débat du même genre organisé par le Grand Paris, et la façon dont c'était formulé, c'était le Grand Paris, une opportunité pour la création artistique. Et ça nous dit quelque chose déjà de la façon dont se jouent les choses entre la ville et la campagne, c'est-à-dire que les mutations urbaines, on les considère comme des opportunités pour la création artistique, et puis quand on est dans des territoires plus ruraux, au contraire, on se demande comment l'artiste peut être au service du territoire. Et c'est moi précisément sur ces questions-là que je travaille, c'est-à-dire essayer de voir comment la création, que ce soit l'art ou le design, peut être au service d'un territoire, ce qui contrevient ou prend le contre-pied en effet de cette déclaration que vous avez rappelée et d'une certaine conception de la liberté de la création artistique, où on penserait la liberté comme une autonomie ou comme une souveraineté, alors qu'il me semble qu'on peut penser la liberté de la création artistique tout à fait autrement, sans que celle-ci soit antinomique au fait que la création artistique va être au service
du territoire. Et c'est tout l'esprit du design ou tout l'esprit des arts décoratifs que de penser cette articulation étroite entre l'art, la création artistique et la société, à la façon aussi des musées de société dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, moi, qui m'intéresse énormément, c'est de construire des lieux ou des dispositifs ou des objets qui soient à la fois des lieux, des dispositifs ou des objets artistiques dans lesquels il y a une expérience artistique qui passe par l'exposition, qui passe par la création, et en même temps dans une articulation très étroite à la société. Voilà les sujets dont je pourrais parler. Je pense qu'on reviendra sur cette question du territoire, parce que la relation, elle va être différente, effectivement, selon le contexte. Là, au travers des échanges et de la manière dont vous avez été, entre guillemets, appelés, on va plutôt avoir des exemples effectivement, de milieux ruraux, mais quand on parlait de territoire, je pense qu'on envisageait le territoire au sens large, et le territoire urbain en faisait partie, mais c'est vrai que cette relation, elle est forcément différente selon l'activité, le dynamisme des politiques culturelles sur quel que soit le territoire, finalement. Alors ensuite, on passe à Marie Froliger. Vous êtes artiste et médiatrice, parfois aussi curatrice, et vous avez alors cette année une année de césure, on va dire, puisque vous êtes responsable du service des publics au Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière, en Limousin. Mais en ce moment, vous êtes dans la région. Voilà, je vous laisse vous présenter. Pour l'année, je suis effectivement à la Haute École des Arts du Rhin, où j'interviens dans un groupe pédagogique qui s'appelle Hors Format, qui questionne les pratiques actuelles liées à l'écologie, mais aussi qui est plutôt technocritique. Et ce qui m'importe aussi, c'est là, j'ai développé ce que j'appelle l'observatoire des transmissions, où avec les étudiants et étudiantes, on éprouve en fait tous ensemble des dispositifs, que ce soit du coup des musées de société, on éprouve également des centres d'art, mais aussi d'autres espaces de transmission comme les hackerspace par exemple. Je parle de ça parce que je suis aussi libriste à côté. Voilà, donc que dire de plus? La question de la transmission, elle est vraiment très très imbriquée dans ma pratique, que ce soit artistique ou alors au sein de l'institution à Vassivière, ou dans d'autres lieux où j'ai pu être médiatrice ou responsable des publics ou autre. Et donc l'idée, c'est moi ce qui m'anime particulièrement, c'est la question des milieux. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les milieux où il y a du commun ou les milieux où le commun est supposé être. Et les musées, je pense, sont un bel exemple par rapport à cela. L'école m'intéresse particulièrement aussi, et j'ai pu travailler sur la durée sur des projets liés au patrimoine immatériel. À titre d'exemple, je vais rapidement citer un projet que j'ai fait sur 2-3 ans à 10 km d'ici, à Hoffwiller, puisque je suis originaire des Vosges du Nord et j'habitais à Meisenthal avant de migrer en Limousin, comme mes ancêtres qui sont partis s'exiler là-bas aussi en temps de guerre. En fait, c'est un projet que j'ai fait avec pour principale caractéristique en fait le partage de l'enquête. Moi, c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement. Cette mise en partage en fait avec différentes typologies de publics, que ce soit des jeunes, des anciens, des publics spécifiques, qu'en fait j'amène avec moi dans le processus, et en fait on va arpenter ensemble comme on arpenterait un livre. Cette pratique tirée de l'éducation populaire où on partage des problématiques, on en fait émerger ensemble. Et donc, à Hoffwiller, on s'est penché sur le patrimoine immatériel du Schiewe-Schlawe. C'est le lancer de disques enflammés, une pratique qui en fait consiste à lancer des disques au moment le premier dimanche après Carême. C'est une pratique qui se faisait sur tout le bassin rhénan et qui est encore très active ici. Et donc il y a un petit musée des traditions, qui est une ancienne maison du 19e siècle dans son jus, qui n'avaient jamais entendu parler d'art contemporain, qui, quand je me suis présentée à eux, m'ont parlé d'art moderne et m'ont dit « Ah mais nous, on ne connaît pas ». Et voilà. Et donc, comment on fait pour faire œuvre contemporaine ensemble avec différents publics, voilà ce qui m'a un peu questionnée ces dernières années.
Voilà. Ensuite, donc, nous passons peut-être du côté plutôt on va dire réseau FEMS, puisque Marion Popper, vous venez voilà, au titre de professionnel de musée, donc un musée adhérent à la FEMS, et vous êtes responsable du musée du Feutre, qui est situé à Mouzon, dans les Ardennes. Voilà, je vous laisse nous dire brièvement quelques mots. Donc effectivement, le musée du Feutre de l'Aisne est situé donc à Mouzon, et un petit musée donc dans une petite ville de 2500 habitants, et donc c'est un musée qui accueille depuis très longtemps, quasiment depuis sa création, des artistes en résidence, mais ces résidences ont beaucoup évolué avec l'évolution du contexte industriel, l'évolution effectivement des missions qui ont été assignées au musée, qui ont été inscrites dans ces différents projets scientifiques et culturels. Et donc, effectivement, se pose aussi pour nous la question de la résidence sous ces différentes formes administratives, puisqu'on peut mettre parfois sous résidence d'artistes des dispositifs très très variés qui soit sont plutôt tournés vers la médiation, soit vers la création, soit qui cherchent à combiner les deux. Et nous, les résidences sont né d'un constat, on va dire, c'est-à-dire qu'il faut que les artistes arrivent jusqu'à Mouzon, parce qu'on n'arrive pas à Mouzon par hasard. Et donc, effectivement, c'est posé cette question de travailler effectivement sur le temps long par rapport à un contexte de ruralité assez fort. Et enfin, Pierre Biboyk. Donc, vous venez pour une compagnie théâtrale franco-belge qui est basée dans les Vosges du Nord à Meisenthal, où nous y étions hier. Et voilà, je vais vous laisser peut-être présenter ce que fait votre compagnie et comment vous intervenez au sein des musées. Merci pour la prononciation de mon nom. Entraîné. Hein. Donc nous, on a une compagnie, une jeune compagnie, on va dire, qu'on a créée en 2018. Suite également à un constat, c'est-à-dire que donc moi je suis bruxellois, je me suis installé dans la région que je ne connaissais pas. Pour le travail, j'ai travaillé pendant une dizaine, voire une quinzaine d'années pour une compagnie de théâtre de rue qui rayonnait à l'international. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout ma région et que les habitants ne connaissaient pas mon travail. Et donc, on a décidé cette reconversion en 2018 de créer une compagnie de proximité, de création locale, ancrée dans le territoire, avec cette volonté d'être acteurs véritablement et de créer des passerelles pour nous aussi, pour mieux connaître notre territoire et pour faire connaître notre travail. Donc, voilà, on a décidé de ne pas donner des représentations à l'autre bout de la France ou l'autre bout de l'Europe en prenant un avion, etc., mais en achetant un tandem et en partant en vélo depuis chez nous, avec un atelier de peintre, un enregistreur, et de s'installer dans les villages un temps donné pour créer une exposition des récoltes qu'on a pu faire in situ, et de laisser l'exposition après notre passage, et de créer ainsi un lieu commun autour des œuvres qui ont été créées, coécrites avec les habitants. Ça, c'était l'idée de base, un petit peu inspirée du Troc Théâtre d'Eugenio Barba et de l'Odin Théâtre, qui ont fait des voyages comme ça où ils n'arrivaient pas avec un produit fini à consommer, à présenter, mais ils travaillaient in situ avec les habitants et repartaient avec des chants, des rituels, etc., jusqu'à faire le tour du monde. Et donc, nous, on n'a pas fait le tour du monde, on est parti au village à côté, à 800 mètres d'abord, et puis à la Petite Pierre, à Dellingen, etc. Et par l'intermédiaire du Parc naturel régional des Vosges du Nord, qui a soutenu les gestes artistiques, en nous mettant en lien avec les musées du territoire, parce qu'il faut savoir que le territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord est maillé de petits musées et de musées. Et là, l'appel aux communes a été fait pour des petits musées. Je dis ça dans le sens où c'est des musées qui ont moins de 8000 visiteurs par an, pour répondre un peu à ce problème justement de fréquentation et de connaissance des habitants, de fréquentation des habitants. Donc voilà, je suis là un peu pour témoigner de ça. C'était une expérience importante pour nous qui nous a
effectivement nous aussi changer dans notre démarche. Et nous continuons justement à essayer de proposer des coécritures avec le territoire, avec différentes institutions. Et on pourra parler justement de comment on monte un budget justement autour d'une démarche et comment on essaye de s'y retrouver avec un multifinancement, en tout cas, pour pouvoir mener ce genre de manifestations et de recherche. Voilà. Ok, ben merci à tous les quatre déjà de ces premiers mots de présentation. C'est vrai que là, on va parler de parcours, de profils artistiques, d'artistes qui sont aussi dans une certaine posture, hein, qui est la posture aussi de partager leur acte de création. C'est pas forcément le cas et le choix de tous les artistes, mais c'est bien de ça que nous allons parler. Du coup, comme je reprends moi un peu la table ronde, je vais dire au pied levé, j'ai un peu des questions naïves. Enfin, en tout cas, j'ai envie de poser des questions un peu naïves et provocantes. Peut-être que certains dans la salle ont déjà pensé. C'est vrai que ce métier de médiateur ou cette compétence de médiation, elle existe dans je dirais dans tous les musées, mais dans les musées de société déjà depuis un certain temps. On a vu que, voilà, un peu dans l'histoire de notre famille d'écomusées et musées de société, les médiateurs et médiatrices ont pu succéder à ceux qui les avaient parfois créés, les bénévoles, enfin en tout cas ceux qui travaillaient. Hein. On a eu ce matin par exemple l'exemple de l'écomusée de l'Avesnois, mais on pourrait parler de toute cette génération finalement de musées associatifs où finalement le savoir, les connaissances étaient aussi détenues par des approches très empiriques. Voilà, ensuite médiateurs, médiatrices professionnelles. Comment vous envisagez du coup peut-être cette nouvelle relation? Est-ce que l'artiste vient remplacer le médiateur et la médiatrice? Est-ce qu'il chemine à côté de lui? Est-ce que l'artiste est là parce qu'il n'y a pas de médiateur ou de médiatrice? Voilà, comment vous envisagez peut-être les uns les autres ce rapport finalement artiste-médiateur et artiste-médiation, puisqu'effectivement il y a à la fois en jeu des métiers et puis des compétences relationnelles finalement. Je ne sais pas qui veut peut-être commencer sur le sujet. Oui, alors moi c'est particulier puisque en fait je me suis formée à la médiation, si on peut dire, mais plutôt déformée à Genève, à la Haute École d'Art et Design, dans un master qui s'appelle Trans, autour des transmissions, mené par un collectif qui s'appelle Micro-Sillon, et où il est question de questionner aussi cette figure du médiateur et de voir un peu comment finalement on peut re-questionner ce métier assez nouveau tout de même, qui a été quand même simplement en France à partir des années 80 véritablement implanté dans les structures. Et donc c'est plutôt, moi j'ai plutôt l'impression que je suis l'artiste au sein de la structure, mais la médiation, enfin dans ma définition, moi je suis artiste et médiatrice, même si c'est pas mon titre statutairement parlant, mais c'est comme ça que je me présente, et les deux sont indissociables depuis toujours. Mais ça c'est aussi lié à la démarche de co-création, etc. Et à cette envie de partager du patrimoine, des techniques, etc. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, Pierre? C'est pour prendre les choses peut-être avec un petit peu de recul, parce que je ne suis pas du tout un professionnel de la médiation, mais quand j'entends parler de médiation, je pense tout de suite à ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire à quel moment on dit qu'il faut de la médiation, à quel moment est-ce qu'il faut un médiateur. Il me semble qu'il y a deux moments où on a besoin d'un médiateur. C'est ou bien parce qu'on considère qu'il y a une relation qui est trop immédiate, c'est-à-dire qu'il y a un rapport trop immédiat aux choses, et alors il faut mettre de la médiation, c'est-à-dire il faut donner un peu de recul, ou il faut donner un accès, il faut donner de la compréhension. Et de ce point de vue-là, la figure du médiateur s'oppose par exemple à la pensée de Malraux, qui au moment même où il fonde le ministère de la Culture, il a quand même une pensée de l'œuvre d'art où il dit que le rapport à l'œuvre d'art, en fait, c'est le rapport d'un choc. C'est le rapport, en fait, de quelque chose d'immédiat et que ça doit se passer de médiation.
Et d'un autre côté, donc on peut considérer que finalement, ce qui fait la valeur de l'art, c'est ce choc, et que la médiation, elle va venir d'une manière ou d'une autre quand même atténuer ce choc, mais en même temps, elle va donner accès à un autre aspect de l'œuvre d'art qui va permettre de comprendre et par exemple d'historiciser ou de problématiser ou de sociologiser ou que sais-je l'œuvre d'art. Et donc la médiation, elle vient proposer un autre rapport que ce rapport immédiat. Et puis l'autre moment où on a besoin d'un médiateur, c'est quand il y a un conflit. On dit, oulala, il y a une relation vraiment beaucoup trop conflictuelle là, entre deux personnes. Il faut un médiateur pour que cette relation soit moins conflictuelle. Et alors, il me semble que l'artiste, il peut tenir lieu de médiateur sur un territoire. Eh bien, dans ces deux cas. En tout cas, c'est par exemple comme ça que moi je pense et que j'ai l'impression qu'on a été reçu quand on est arrivé en Dordogne à Nontron en disant moi j'ai commencé par aller rencontrer la maire et puis le président de la communauté de communes en leur disant voilà, on aimerait bien faire quelque chose ici, mais pas du tout dans une relation de domination ou de supériorité, de colonisation, mais au contraire parce qu'on considère qu'on a beaucoup à apprendre de vous, et puis voilà pourquoi on vient ici. Et ce que m'a dit la maire, ses premiers mots, ça a été « Mais écoutez, c'est formidable parce que dans vos mots, on comprend, enfin, vous nous donnez accès à une valeur de notre territoire, à des choses qui vous intéressent ici, que nous ne voyons plus. Que nous ne voyons plus parce que nous sommes collés au territoire. » Et je pense que l'artiste, en tant que médiateur, ça peut être cette espèce d'œil extérieur, d'œil étranger, qu'on introduit un peu à la façon des lettres persanes de Montesquieu, hein, comment peut-on être persan, ou bien le paysan de Paris, d'Aragon, hein, c'est pareil, vous mettez un paysan à Paris, ou Tarzan à New York. C'est-à-dire que vous mettez un œil extérieur, un œil étranger, et il voit tout sous un autre jour. Et l'intérêt de l'artiste, c'est que chez l'artiste, c'est cette personne un peu bizarre dont l'œil est connecté à la main ou à la voix. Et donc, c'est-à-dire, à partir de ce qu'il voit, il va produire quelque chose qui va être une transformation de ce qu'il voit, qui peut être une forme de sublimation, ou en tout cas, il va proposer une représentation autre. Et à ce titre-là, il me semble que ça peut être une bonne figure du médiateur ou de la médiatrice. Oui, je rebondis sur les propos justement du choc et du conflit. Et c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre beaucoup sur le terrain. Et c'est assez intéressant, je trouve, d'accentuer ça, en fait, de fait d'être l'étranger. Même si c'est le village à côté, on est l'étranger, donc la personne de passage qui va justement permettre plus son étrangeté est accentuée, plus il va avoir du recul sur la situation et sur des situations sclérosées, on va dire, et permettre justement de jouer le jeu, un autre jeu, voilà, le temps de la résidence. Et voilà, c'est juste pour... Je pense que chacun se définit lorsqu'il y a une démarche artistique et prétexte à la rencontre, mais chacun se définit par son propre bagage culturel lors de ces passages. Voilà. Et effectivement, je pense qu'en tant que musée et professionnel du musée, on peut rebondir sur ça aussi. Nous, les résidences d'artistes, et notamment les résidences d'artistes où l'artiste est médiateur, ce qu'on appelle résidence d'artistes dans le jargon de l'éducation nationale, où en fait c'est des résidences de médiation, se sont un peu imposées comme un constat parce que les équipes de médiation du musée étaient capables de transmettre les connaissances techniques sur les pièces conservées par le musée, mais on a été assez vite heurté au constat qu'on ne savait pas stimuler l'originalité des enfants, on ne savait pas éveiller la créativité des enfants et l'éveiller d'une manière constructive et poussée. Et c'est là où effectivement on est intervenu, on a demandé à des artistes qu'ils se fassent médiateurs pour effectivement introduire un autre rapport entre notamment les publics scolaires
et les collections du musée. Et on se place dans ces cas-là, généralement, nous, en tant qu'institution, dans une complémentarité par rapport à l'artiste. L'artiste amène toute cette créativité et le musée apporte plutôt ce côté scientifique. Sur le fait que l'artiste devient médiateur, dans le cas du musée, se pose aussi, et je pense que ça nous permettra de remonter après, la question de la technique, puisqu'effectivement, comme je l'évoquais, le musée du feutre, au départ, était un musée qui coexistait avec une usine de production, qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus, qui a fermé définitivement cette année, mais qui ne produisait plus de feutres. Et donc, effectivement, les artistes accueillis au musée deviennent un peu les médiateurs, mais plutôt là sur l'usage et les techniques liées aux collections du musée, ce qui a introduit aussi d'autres relations. On l'évoquait ce matin avec le musée du verre, le musée de l'Avesnois, pas sur la partie verre où apparemment il y a encore des verriers, mais plutôt sur la partie textile où effectivement l'usage des machines se perd, les techniques peuvent se perdre rapidement et les artistes peuvent là devenir médiateurs en tant que possesseurs d'une technique qui n'existe plus sur le territoire. Rajouter quelque chose, pas tout de suite. Pas directement, Ouais. mais je pense qu'il y a peut-être une notion qu'on pourrait aussi interroger tous et tout ensemble, c'est peut-être celle de la durée, de la temporalité. Oui, j'allais y venir parce que du coup, c'était bien d'avoir ces échanges sur le rapport artiste médiateur, médiatrice. Effectivement, sur la question du au service d'eux, puisque c'est aussi l'intitulé de la table ronde, ça rejoint finalement par rapport aux valeurs de la FEMS, je vois vous avez le slogan juste derrière vous, placer l'humain et le territoire au cœur des projets. Donc c'était un peu la question que j'avais envie aussi de vous poser aux uns et aux autres, selon les expériences que vous avez pu vivre, comment s'est nouée finalement la relation, l'invitation peut-être, est-ce qu'il est venu du musée, est-ce qu'il est venu d'un tiers extérieur, d'un service plus global, et quelles problématiques finalement ça a pu poser en fait par rapport au cadre qui était posé. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire, je vois que ça a l'air. Oui, alors par rapport au cadre, moi j'ai plutôt tendance à essayer de conceptualiser un projet et ensuite d'aller toquer à des portes avec les intéressés potentiels. C'est ce qui s'est passé sur ce projet en particulier à Haute-Villers. Ça a mis beaucoup de temps à prendre, mais j'ai le temps et je ne suis pas forcément dans une production effrénée non plus dans ma pratique. C'est pas vraiment ce que je défends. En tous les cas, je dois dire que je crois que j'ai perdu la question, c'est la digestion. Je suis désolée. Vous disiez que finalement le projet vous le portiez par vous-même et c'est après que vous êtes allé chercher des interlocuteurs. Mais du coup, dans cette approche, par exemple, du projet qui rejoint des éléments du patrimoine culturel immatériel, est-ce que vous étiez par exemple servi, ou vous auriez eu l'idée d'aller vers un musée de société, ses archives, ses collections en ligne pour rechercher des éléments Alors d'emblée, effectivement, je suis allée au musée des arts et traditions de Villars, j'ai contacté le PNR, la région Alsace aussi, qui dispose de l'OLCA, qui est l'Office de langue et culture régionale, puisqu'il s'agissait aussi, étant donné que j'ai une pratique qui est amplement liée aussi au sonore, à l'enquête sonore, parce que j'essaye de déplacer les regards et de sortir un peu de la suprématie du visuel dans l'approche sensible d'un terrain. Et donc... voilà, ça a été des entrées multiples avec aussi une résidence en milieu scolaire qui a permis de croiser justement les mondes avec les anciens, des jeunes qui habitent à 20 bornes et qui ne connaissent pas du tout ce rite. La plupart des personnes du PNR ne le connaissaient pas non plus, donc c'était assez étonnant d'œuvrer en ce sens. Et puis, voilà, moi, comment je procède, je suis très peu friande de lecture d'appels à projets et de réponse aux appels à projets, on va dire de mon côté, de manière indépendante. Je suis plutôt à essayer de me dire, ok, voilà ce qui m'anime en ce moment et quel est l'objet qui va finalement m'occuper les 3 prochaines années. Et à partir de là, j'essaie de construire une espèce de maillage, ce qui rejoint aussi ma fonction du coup en tant que responsable des publics à Vassivière, puisque les deux nourrissent, ça se nourrit vraiment
artiste, médiatrice, j'opère un peu de la même manière sur le territoire à cet endroit-là. Et donc il y a des contorsions à faire, on en parlait tout à l'heure à table, pour rentrer dans les dispositifs, etc. Et donc c'est souvent hyper louable d'être accompagné. Donc merci à vous de prendre ces temps d'accompagnement et aussi de pointage des dispositifs pour les artistes. Alors effectivement, nous, il nous est arrivé que des artistes proposent leur candidature pour venir au musée ou que nous, on invite des artistes. Sachant qu'un des éléments qui intéresse les artistes, c'est qu'on ait un atelier pédagogique qu'on met souvent à disposition et qui donc permet de faire des grandes pièces de feutre, puisque pour faire du feutre avec une des techniques, il faut beaucoup d'eau. Donc effectivement, on permet l'aspersion des sols, nous. Donc souvent, ça intéresse beaucoup les artistes. Et nous, à l'inverse, en tant que petit musée, et musée donc municipal, où effectivement on a quand même un budget limité, à l'inverse, on a tendance à beaucoup répondre aux appels à projets, qui très souvent en fait ont un effet de levier, où on invite les artistes en résidence pour un temps court, et donc avec effectivement un financement extérieur. Et très souvent, quand l'expérience se passe bien, aussi bien pour l'artiste que pour nous, on a tendance à reconduire les projets et à ensuite que le musée soit porteur lui-même de certains temps de résidence ou de certaines actions. Et c'est vraiment un temps... Enfin, ces appels à projets, pour nous, sont vraiment une opportunité, effectivement, d'effet de levier et d'effet d'acclimatation, parce qu'effectivement, pour le musée, c'est assez lourd d'accueillir des artistes, mais pour les artistes, ça peut être aussi assez contraignant, parce qu'effectivement, ils sont dans un petit musée. Concrètement, c'est des appels à projets qui émanent de quels financeurs ? Beaucoup de DRAC. Ça fait 3 ans qu'on candidate à l'été culturel. On est dans les dispositifs de l'éducation nationale aussi. En fait, par exemple, typiquement, pour l'été culturel, l'artiste accueilli à l'été 2020 a été financé par le dispositif été culturel. Elle a été accueillie à l'été 2021 sur des fonds propres du musée et de la communauté de communes, afin de pouvoir créer son spectacle avec des marionnettes en feutre, parce que c'est l'artiste qui intervient dans les classes là, à partir du 10 avril pour le projet de résidence avec les publics scolaires. Donc une résidence qui n'est pas une résidence de création, là qui est uniquement une résidence de médiation. Mais donc en fait, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble grâce à l'effet de levier du premier appel à projet. Pour résumer, l'un de vos leviers importants quand même sur en quoi ça sert le territoire, c'est dans des enjeux là éducatifs beaucoup. Alors nous, oui, beaucoup d'enjeux éducatifs. Le public scolaire est un public évidemment assez important, et c'est là où effectivement l'artiste comme médiateur se pose d'autant plus, puisque les enfants soit ne passent pas du tout au musée, n'en ont absolument pas connaissance effectivement s'ils sont à 20 km, soit à l'inverse, les enfants de l'école de Mouzon ont l'impression d'être venus 1000 fois au musée. Donc effectivement, c'est une manière de toucher ces publics différemment. Après, effectivement, sur le rôle des institutionnels comme facilitateurs, ça peut poser question. On se pose la question là avec une artiste qui a été accueillie en résidence l'année dernière, parce qu'effectivement, on essaye de jouer au maximum les facilitateurs pour que ça se passe bien, mais en fait, ça fait qu'on fait des résidences où en fait on touche des publics déjà plus ou moins captifs, et effectivement il y a plein de gens qu'on ne touche pas, parce qu'effectivement l'institution jouant le rôle de facilitateur, on va s'adresser en fait à nos pairs, c'est-à-dire les techniciens de la mission locale, les techniciens des chantiers d'insertion jeunes, d'autres professionnels, alors pas du champ du musée, du champ scolaire, du champ de l'insertion, mais effectivement tout un tas d'individus qui vivent aussi sur le territoire échappent complètement à notre champ. Et donc en fait effectivement l'artiste qui était en résidence l'année dernière et qui souhaite revenir m'a dit mais en fait c'est en allant au bar de Mouzon où je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui en fait ne connaissaient pas le musée, qui ne voyaient pas du tout que j'étais en résidence, et effectivement je n'oriente jamais les artistes vers le bar de Mouzon, pour être tout à fait honnête.
On touche plein de thématiques du coup. C'est vrai que là on était sur les appels à projets, mais et aussi voilà, comment toucher les habitants et différents publics. Parce que c'est vrai qu'on observe que ce sont souvent des publics volontaires, y compris là on a vu les petits musées qui ont candidaté, c'était des musées volontaires voilà, d'accompagner en tout cas un appel à projet. Différentes manières de répondre à un appel à projet. Je pense qu'il y en a certains il faut essayer de décloisonner l'appel à projet d'une certaine manière et de trouver un point d'orgue par rapport à notre parcours et notre recherche. C'est-à-dire que un processus artistique est en cours d'écriture en permanence et on se refuse d'être dans la répétition d'une formule qui aurait fonctionné et d'essayer d'avoir une connivence entre tel ou tel appel à projet. Mais c'est sûr que je crois que c'est en connaissance de cause qu'on n'atteindra pas l'objectif de cet appel à projet en tant qu'artiste. On peut créer au mieux une effervescence autour de la question qui est posée et repartir aussitôt, parce qu'on ne peut pas boucler, en tout cas, je pense, la mission qui serait décrite dans ces appels à projets. Le lien, moi, assez étroit, parce qu'on parlait du cadre de la résidence, du temps de la résidence, etc. Et il faut que ce soit un temps long, par exemple. Je pense qu'il faut vraiment parler de ça à un moment. Mais avant, le lien étroit que je vois entre la question de la résidence artistique et l'écomusée, c'est lié en fait à cette devise, le placer l'humain et le territoire au cœur des projets. Et puis, enfin, je pense qu'il y a deux mots, en tout cas, qui sont là sans y être. C'est la question du vivant, enfin, le placer l'humain, le vivant et le territoire au cœur des projets. Cette question du vivant et la question de l'habiter, de l'habitabilité, de la façon dont on habite la Terre, qui est en fait et ces deux notions, le vivant et l'habiter, elles sont vraiment contenues dans ce préfixe éco de écomusée et qu'on retrouve dans écologie. Et ce qui me semble vraiment aujourd'hui, enfin, pour moi, l'enjeu majeur de la résidence, c'est de la résidence artistique, c'est en quoi la résidence de création est une façon de nous apprendre ou de nous réapprendre à habiter ou de nous apprendre à réhabiter. Et cette notion-là de réhabiter, c'est une notion à laquelle moi je m'intéresse beaucoup dans le cadre d'un projet qui s'appelle Résider, réhabiter. Et cette notion de réhabiter, elle vient des années 70. Vous avez un texte des années 70 qui s'appelle Réhabiter la Californie, qu'on doit à un artiste américain qui s'appelle Peter Berg. Et c'est lié, cette notion de réhabilitation, et elle est liée aussi à une notion absolument passionnante, qui est celle de biorégion. Et la biorégion, qui ne serait pas qui serait une région, qui serait un territoire écocentré, c'est-à-dire un territoire qui n'obéirait pas à des limites ou à un découpage administratif, mais qui serait identifié en fait par alors c'est souvent un bassin versant, donc par une unité comme ça et une cohérence écologique en termes de microclimat, d'espèces de vie, de type de culture, et le fait par exemple que les contours de la biorégion ne soient pas extrêmement clairs, en fait, c'est une qualité, c'est un intérêt, parce que ce avec quoi aujourd'hui il faut sans doute en finir, ou en tout cas ce qui nous menace, ce qui menace nos façons d'habiter, c'est précisément ce régime de la limite, ce régime de la séparation, où on sépare les disciplines, où on sépare l'humain du reste du vivant, où on sépare le signe de la chose, etc. Bref, on vit sous le régime de la séparation. Et ce qui me semble intéressant dans la résidence de création, c'est précisément de refaire, de recréer du lien, de retisser de la solidarité avec le vivant, avec les habitants. Et je pense que les écomusées et les musées de société sont des lieux excellents pour ça, puisque, à la différence des musées des beaux-arts, qui renvoient comme ça à un système clos, complètement fermé de l'art, et c'est ça qui, moi, m'a passionné dans tout ce qu'on a appelé l'éco-activisme, c'est-à-dire toutes ces actions-là d'activistes écologistes dans les musées, c'est qu'en fait, ils ont transformé tous les musées des beaux-arts en musées de société, c'est-à-dire qu'ils ont fait entrer la société dans le musée, et jamais
le Louvre, jamais les grands musées, enfin il n'y a rien eu au Louvre, mais jamais la Tate moderne, jamais la Galerie des Offices à Florence, etc., n'ont été à ce point des musées de société, c'est-à-dire à ce point des agoras. Et ce qui me semble la chance des musées de société, quelle que soit leur taille, quel que soit leur objet, c'est que vous montriez des feutres, des seaux, des sabots, ou tout un écosystème agricole. À chaque fois, ce qui est montré, c'est à travers les objets, c'est des façons d'habiter, c'est des façons de produire, c'est des façons de se rapporter à des territoires. Et il me semble que l'intérêt qu'il peut y avoir en faisant venir des artistes, que ce soit des gens de théâtre, que ce soit des gens de la poésie, du design, des arts plastiques, etc., dans ces musées, c'est qu'ils peuvent, à partir de ces objets, de ces seaux, de ces sabots, de ces chapeaux, ils peuvent à chaque fois raconter une histoire, qui est une histoire de la production, qui est une histoire de la mode, qui est une histoire de la vie, qui est une histoire du territoire. Et je pense que c'est précisément de ça que nous avons besoin aujourd'hui, c'est-à-dire reterritorialiser nos existences, réhabiter, alors que nous sommes, enfin il suffit de voir l'usage qui est fait des GPS, le fait que nos communications passent par des serveurs qui sont loin, le fait que notre pétrole soit acheminé depuis je ne sais des kilomètres et des kilomètres, etc. Et voilà. Et donc ce réancrage, cette façon d'atterrir, comme disait Bruno Latour, il me semble que c'est aujourd'hui le fondamental et que les artistes et les musées de société, à travers ce système de la résidence, pour autant que la résidence soit assez longue, ont un rôle très important à jouer. Oui, alors peut-être que du coup, ça va nous amener aussi sur la question de... Ça, c'est un objectif qui pourrait être un levier d'action, un programme intéressant à développer au sein du réseau si tous s'accordaient sur cet objectif. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, j'espère qu'on va... Si on est tous là présents, je pense qu'on est tous convaincus que la création contemporaine a intérêt de se rencontrer avec les écomusées, mais on en échangeait tout à l'heure un petit peu dans la préparation. Tout n'est pas rose et il y a aussi des difficultés voilà, qui peuvent s'exprimer dès la rencontre finalement. C'est ça peut-être qui serait intéressant aussi de parler, et puis aussi sur le fait que beaucoup de projets finalement ou de résultats de ces résidences ou des productions sont menés dans le cadre de projets de médiation ou d'événements ou d'expositions aussi temporaires. On a pu le voir ce matin. Estelle avait énormément de projets à nous montrer, mais comment finalement ils deviennent ou pas partie plus intégrante finalement du projet scientifique et culturel de l'établissement, et ils ont une place pérenne finalement. Enfin, c'est un peu ce que vous appeliez avec cette question du temps long. Voilà. Bon, du coup, il y a un peu deux questions dans... Voilà. Par rapport au fait de s'attaquer à la division, justement, qu'on retrouve un peu partout, déjà dans les disciplines, mais aussi dans l'appréhension du métier d'artiste, et de faire découvrir aussi que ce qu'on fait, parce que c'est souvent, voilà, il faut passer une porte, la porte du musée ou la porte de la galerie ou du théâtre, et c'est de voir par quel axe on commence nos résidences. Nous, c'est vrai qu'on a souvent commencé à l'extérieur du musée, surtout voilà, dans ce mouvement, en allant vers le musée, c'est-à-dire qu'on a fait des mises en scène dans les villages où l'exposition se construisait, portée par les habitants, jusqu'à finir, in fine, au musée fixe pour un mois, par exemple. Et c'est, comme le rappelait Michael Weber du parc hier, de mettre l'accent sur l'expérience plutôt que sur la... Enfin, pas plutôt, mais également par rapport au fait de la transmission de savoir, mais l'expérience commune. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose, un savoir chaud qui se développe et qui reste dans les esprits en tout cas, et qui peut continuer à alimenter ces lieux de patrimoine. Voilà, pour ce même souvenir qui fait revenir au musée, etc. Parce que c'est effectivement souvent le même public. Donc
Il faut aller au bistrot de Mouzon, effectivement. Nous, on a fait des réunions où il y avait 2 pompiers à la réunion de lancement qui disaient ben voilà, moi je ne suis pas artiste, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, on a écrit un scénario pour les inclure. Ils avaient une problématique de recrues, de nouvelles recrues chez les pompiers. Ils sont arrivés avec leur camion de pompiers, avec des portraits, des couvertures de survie. Enfin, on leur a permis de jouer le jeu et de vivre l'expérience. Voilà. Et nous, ça nous a permis d'avoir des moyens démesurés pour notre mise en scène. Donc, voilà, moi j'aime bien ce côté insolite des choses à l'extérieur du musée pour y venir. Peut-être simplement pour ajouter que effectivement la question de la durée de la résidence est à mon sens vraiment cruciale, dans le sens où cette sérendipité, ces rencontres qui vont être autres que des rencontres qui sont formalisées par la structure d'accueil avec des associations, etc., peuvent véritablement naître dans des contextes longs et faire une résidence d'1 mois, de 3 mois, personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas, puisque je n'ai pas le sentiment que je vais pouvoir appréhender le territoire avec justesse. J'ai envie d'avoir une forme d'acuité sévère, si on peut dire, par rapport à la manière dont j'appréhende les mondes. Je parle de monde au pluriel parce qu'on parle de territoire, mais je pense que c'est aussi important de parler aujourd'hui, avec ces contours flous que tu évoquais, des mondes numériques qui sont très présents et qui phagocytent, et qui ont déjà phagocyté d'ailleurs, les mondes physiques. Nous, on est là, on est en présence, mais il y a des générations qui nous suivent, qui sont davantage connectées au virtuel qu'à la réalité. Et donc, je pense que ces mondes-là sont aussi à prendre en compte et sont aussi à investir avec nos manières de faire. Puisque si on laisse uniquement les GAFAM, etc., produire des choses dans ces univers-là, quel sera l'état de nos réflexions, de la réflexivité Enfin voilà, je voulais aussi parler un peu de ça. Merci. Et sur cette question, pour revenir un tout petit peu sur ce qu'on peut appeler là, cette nécessaire critique de la séparation ou de la limite, c'est que il y a une très très belle formule de Gilles Clément dans le manifeste du tiers paysage, où il écrit en substance qu'il faut penser la limite dans l'épaisseur du trait. Il faut penser la bordure, la lisière ou l'écotone, c'est-à-dire l'épaisseur du bord, et que la limite ou le bord est souvent un milieu plus riche que les 2 milieux qui le séparent, que chacun des 2 milieux qui le séparent. Et je pense que l'artiste qui arrive en résidence et qui reste en résidence, en fait, il produit cet effet de bord avec cette épaisseur de la bordure. C'est-à-dire qu'il arrive avec un monde, avec une histoire, avec une vision. Et c'est comme si, du coup, ça produisait comme ça ces effets de bordure qui gagnent à être constamment entretenus, nourris. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, je pense que l'intérêt permanent de la résidence artistique, c'est aussi ce qu'on attend, d'un philosophe, c'est-à-dire la première vertu, c'est l'étonnement. Vous savez, aujourd'hui, dans les entreprises ou dans les établissements publics, quand quelqu'un arrive, au bout d'1 mois, on lui demande un rapport d'étonnement. Mais c'est ça, en fait, c'est cet effet d'étonnement. Et de ce point de vue-là, l'artiste, il n'est pas différent non plus de l'enfant. Enfin, moi, j'ai 4 enfants. Je suis complètement dingue des enfants parce que ce qui me semble à chaque fois fascinant, c'est que vous mettez un enfant ou vous allez avec un enfant quelque part, eh bien, vous avez accès à... le monde que vous voyez se double d'un autre monde qui est le monde que vous voyez à travers les yeux de l'enfant, pour autant que vous ayez une relation assez intime avec lui. Et quand c'est votre enfant, vous pouvez avoir une relation intime avec lui. Et je pense que par exemple, faire des résidences d'enfants,
en donnant aux enfants vraiment toute la liberté d'action qu'on donne aux artistes. Il y a une expérimentation de ce type à Beaubourg. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est plus ou moins le musée des enfants, c'est-à-dire qu'on donne aux enfants la possibilité de programmer, de faire des expositions, de donner accès. Par exemple, on a tous fait l'expérience de l'exposition des dessins en maternelle. Et alors, il y a la chorale, le concert. Bon, là, c'est un peu moyen quand même. Enfin, on est tous attendris par son enfant. Mais en revanche, quand vous allez voir les dessins, que ce soit donc c'est des animaux, c'est des arbres, c'est quand même à chaque fois complètement ébouriffant en termes de représentation. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu le crocodile comme ça, on n'avait jamais vu la girafe comme ça. Et je pense que c'est aussi ça, l'artiste. Il y a toute cette idée, cette histoire qu'on appelle l'enfance de l'art, c'est-à-dire que l'art, c'est aussi ce moment de la représentation qui revient à chaque fois au commencement. Enfin, c'est pour ça qu'on est toujours fasciné par Lascaux, c'est pour ça qu'on est toujours fasciné par l'art brut, c'est pour ça qu'on est toujours fasciné par l'art des enfants. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là sur quoi il ne faut pas céder dans la résidence d'artiste. Et effectivement, pour rebondir sur qu'est-ce qui reste de la résidence dans les musées et sur la question de l'étonnement, je pense que c'est un des apports de la résidence d'artiste, c'est que ça nous oblige à beaucoup nous re-questionner en tant que musée, puisque effectivement, par exemple, nous au musée du Feutre, effectivement, les résidences ne se sont pas concrétisées sous forme de ce qui reste normalement dans les musées, c'est-à-dire une entrée dans les collections. Effectivement, on n'a pas particulièrement acquis d'œuvres suite à des résidences. Ça a été envisagé, mais ça nous a reposé en fait la question de l'objet dans le musée de société, à savoir est-ce qu'on acquiert cet objet parce qu'il a un intérêt en soi, intrinsèque, ou est-ce qu'on l'acquiert parce que c'est la trace d'un moment où l'artiste a été présent et qui matérialise cette résidence. Comme le constat sur certaines œuvres s'est posé que c'était plutôt la matérialisation la trace d'un moment de résidence, c'est vrai qu'on a décidé de ne pas porter d'acquisition, puisqu'en fait on avait documenté, on va dire, la résidence d'autres manières et ça ne semblait pas justifier l'entrée d'une œuvre. Donc ça re-questionne, à mon sens, la résidence d'artiste re-questionne effectivement le fondement du musée de société, quel est le statut des objets qu'on conserve. Et ensuite, ça nous questionne aussi en termes, pour revenir à la médiation, on parlait de l'expérience commune. Et ça pose, enfin en tout cas, nous, de manière très concrète, ça nous pose des grosses questions, puisque à la fois, on a eu des processus d'œuvres participatives qui ont très bien fonctionné, avec des publics qui n'étaient jamais venus au musée, qui ont été extrêmement heureux de participer à ces œuvres collaboratives, qui avaient un sentiment de grand accomplissement, on va dire, à travers cette pratique, mais ça ne se concrétise pas, ça ne se transforme absolument pas en visite libre du musée. Les gens ne reviennent pas au musée, même s'ils ont été très contents de l'expérience, ils y étaient dans un cadre contraint, effectivement, à travers un chantier d'insertion ou quoi, ils ne reviennent pas, et notamment se pose beaucoup la question, nous ça nous interroge beaucoup, on n'a pas de moyens, enfin c'est vraiment une question que je soulève et que je pense d'autres musées ont, ils ne reviennent pas avec les enfants. Même en tant que parents, cette expérience qui leur a été accomplie, enfin qui les a accomplis en tant qu'adultes autonomes, ne se transforme pas en pratique de visite en tant que parents. Donc effectivement, là, à nouveau, la résidence d'artiste et tout ce côté collaboratif, cette expérience qu'on vit ensemble, questionne quand même, effectivement, à nouveau le musée de société et comment il s'inscrit dans un territoire et à qui il s'adresse, parce que malheureusement, il n'y a pas d'effet miracle par les résidences qui, en fait, repose les questions, je pense, d'une autre manière. C'est effectivement des constats qu'on peut avoir sur un temps donné. On nous a demandé, on a fait un petit bilan à l'issue de notre résidence au sein du parc où ils se demandaient, enfin voilà, la question c'était comment on reproduit une résidence, la vie qui a eu lieu durant cette résidence,
comment est-ce qu'on reproduit ça, comment est-ce qu'on, je pense que le terme n'est pas bon, dans le sens comment est-ce qu'on continue ça. C'est sûr que c'est une question permanente. Et je pense que le fait de la notion d'habiter, de prendre relais sur des habitants, des artistes habitants, est très importante aussi, de faire un observatoire aussi de ce qui existe aussi comme relais, comme dynamique artistique sur le territoire. Même si on invite d'autres artistes par moment, c'est important aussi de créer cette effervescence locale et de ne pas les oublier. Voilà. Je pense qu'ils peuvent être de très bons relais justement pour fréquenter le musée, pour y être dynamique et proposer des choses. Voilà, je pense que... On pourrait poser la question à nos collègues, ils doivent être quelque part, de Maïzental, puisque hier, quand même, quand on est sortis, on n'est pas tous sortis à la même heure, parce qu'on avait l'Assemblée Générale d'Artopie, mais donc lieu au cœur du bourg, où on a vu qu'il y avait quand même une dynamique culturelle hyper forte. Voilà, plein d'artistes qui avaient en plus plein de casquettes, et ce lieu était quand même un lieu de vie. Pour le coup, il y avait un bar, on brasse de la bière, on a mangé. Certains qui n'étaient pas à l'AG sont allés voir des artistes, hein, certains ont eu de la chance. Et puis quand on est sorti, il y avait le marché. Je ne sais pas si certains ont... il y en a même qui ont acheté des pâtés lorrains, je crois. Donc moi, j'ai trouvé ça fabuleux parce que du coup, ça donnait vraiment envie, quoi, de la place de l'artiste, de la création comme un lieu, la question de l'hospitalité finalement, où on s'y retrouve parce qu'on a des choses à faire et à partager ensemble. Et concrètement, habiter, ça veut dire faire ses courses, passer des moments agréables avec d'autres personnes, faire du lien social. C'est toutes ces questions, je pense, qui se jouent aussi dans les invitations que les musées de société peuvent faire auprès des artistes. C'est rencontrer des personnes différentes, pour rentrer aussi en contact avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est ce lien, je pense... de l'humain, cette question de la diversité aussi, je pense, qui nous est chère au sein du réseau. Et oui, Marion, vous avez soulevé alors une question, mais peut-être que du coup, comme on arrive à la fin de la journée, on peut s'autoriser à la poursuivre, parce que moi, je pensais qu'elle allait peut-être être posée, mais peut-être les personnes de la table ronde d'avant voudront peut-être aussi y répondre. C'était la question de la finalité, finalement, de l'accueil de l'artiste et de la création contemporaine au service du projet de territoire, mais aussi du musée. C'est vrai que dans les différentes missions du musée, notamment des musées de France, mais on peut dire que les musées en général ont grosso modo les mêmes missions. Pour certains, il y a cette question de la collecte et de l'enrichissement du patrimoine, donc par le biais de ce qui peut être l'entrée en collection, la diffusion auprès leur conservation et ensuite leur diffusion. Et du coup, vous avez dit, nous, d'entrée de jeu, on savait que c'était pas fait, on n'avait pas cette volonté d'acquisition, en fait. Alors oui, c'est vrai que nous, ça s'est pas matérialisé par... C'était pas vraiment une volonté d'acquisition, pour plein de raisons différentes. La politique d'acquisition du musée du Feutre est pas forcément à la pointe, on va dire, pour être tout à fait honnête. Néanmoins, c'est quand même un lien aux collections. Pour nous, c'était vraiment une autre manière d'appréhender les collections, comme je le disais au début. Et il n'y a aucun... en tout cas, nous, on ressent aucun hiatus entre les collections et les résidences d'artistes, même si ça ne se matérialise pas par une acquisition, parce que, par exemple, l'importante collection de tapis qu'on conserve, de tapis en feutre ethnographique, le fait de faire des actions, des résidences qui, là, étaient collaboratives avec des fabrications de tapis par les artistes avec un groupe d'habitants, c'est un autre regard, en fait, sur les collections que, évidemment, on ne peut pas se permettre autrement, parce que notre but reste la conservation de ces tapis, donc on les touche pas, on les foulonne pas. En revanche, effectivement, quand on a passé 4 jours dans l'eau à rouler un tapis, on comprend mieux la dimension matérielle des collections, et cette dimension matérielle, comme nous on est un musée avec une importante partie technique, est quand même quelque chose d'important. Donc effectivement, la résidence permet d'apporter vraiment un autre regard sur les collections. Mais effectivement, c'est un peu un pas de côté par rapport souvent
on va dire, à l'objectif premier, dans les textes et des musées où souvent la finalité première, on se dit, c'est acquérir l'objet, mais nous, on a décidé de faire un peu ce pas de côté, et finalement, la résidence nous permet de réfléchir et de présenter autrement les objets, on va dire. Ce qui me semble aussi, je pense qu'on est dans un moment historique où les écomusées et les musées de société sont aussi particulièrement intéressants et attractifs, même pour les artistes, à mon avis. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les métiers d'art, avec l'artisanat. On sort d'une séquence historique qui est, pour le dire vite, de domination de l'art conceptuel, qui date fin des années 70, disons, qui s'incarne dans les années 80 avec toute la politique qui a été menée par Jacques Lang, la création des FRAC, etc., et où on valorise un certain type d'art, avec des effets extrêmement positifs, de politique culturelle, etc., mais aussi des effets dont on mesure aujourd'hui combien ils ont été négatifs, c'est-à-dire des effets d'exclusion, où on a, encore une fois, tracé une limite qui a consisté à dire « ceci est de l'art et peut rentrer dans les musées et dans les FRAC et dans les centres d'art ». Ceci n'en est pas, et notamment ce qui n'en était pas, c'était tout ce qui avait partie liée avec la main, avec l'artisanat, qui a été, il faut bien le dire, ringardisé pendant des années. Et puis, depuis les années 2010, 2015 et aujourd'hui, on assiste à un retour comme ça en force de l'artisanat, des métiers d'art, de ce qu'on appelle l'intelligence de la main, et de la dimension sociale, des savoir-faire. Tout cela qui était complètement dévalorisé redevient aujourd'hui du plus grand intérêt parce que ça nous met dans des logiques d'attention, de soins, d'attention aux cultures matérielles, de circuits courts, de soucis de la ressource, qui sont toutes choses qui deviennent... dont on commence enfin à prendre conscience de l'importance essentielle. Et donc, je pense que les musées de société et les écomusées sont des lieux qui concentrent tout ce potentiel-là de la ressource, du travail de la main, du savoir-faire, de l'histoire, des savoir-faire, etc. Que tous ces aspects-là intéressent énormément les artistes. On a de plus en plus d'artistes qui font de la céramque, on a le tissage par exemple, les tapisseries, tout ça, ça revient énormément, l'art textile. Et il se trouve que moi là j'étais par exemple donc à Bayeux le week-end dernier pour aller voir la tapisserie de Bayeux, qui en vérité est une broderie. Et donc là, il y a par exemple un autre musée, ce musée dont j'oublie le nom, qui est un grand musée à Bayeux, et qui est complètement génial, et je pense que ça doit être ça le musée aujourd'hui, c'est qu'on y voit à la fois des œuvres d'art, donc des beaux-arts, moderne, ancien, on y voit de la vaisselle, on y voit des tapisseries, on y voit des savoir-faire, on y voit de l'histoire politique, et en fait c'est un musée qui concentre en fait un microcosme dans sa complexité, dans sa diversité, et où les choses ne sont pas segmentées, ici les beaux-arts, là l'industrie, là la technique, etc. Et d'une certaine manière le musée de la Poste, puisque c'est grâce au musée de la Poste que je suis là, non mais il y a ça, c'est-à-dire que vous avez à la fois des boîtes aux lettres, et puis du mail art, et puis le Marcel Duchamp, et puis les bottes de 7 lieux. C'est-à-dire qu'en un même lieu, vous avez en fait, il y a une nouvelle géniale de Borges qui s'appelle l'Aleph, et l'Aleph c'est un point qui est censé contenir tous les points de l'univers. Et dans la nouvelle, c'est un personnage qui est à la recherche de l'Aleph, et puis il découvre l'Aleph, c'est sous un escalier, etc. Et je pense que les musées, les écomusées, les musées de société, c'est des petits Alephs, c'est-à-dire que c'est à chaque fois des points. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans des endroits où vous avez tout l'univers, et pas juste de la peinture, juste des beaux-arts, juste ceci. Voilà. Ouais, merci. Et du coup, ça me permet, si Serge m'autorise, une petite citation, Serge Chaumier, professeur d'université, qui nous accompagne dans ce comité de pilotage, qui a déjà rendu, je dis un peu pour mettre la pression à ceux qui vont écrire leurs articles, qu'on va vous demander très très vite, il a déjà écrit le sien. Donc, je le cite, et c'est une belle conclusion suite à ce que vous venez de dire. En constituant une collection issue d'artistes venus travailler en résidence sur le territoire ou d'artistes habitant le territoire, et étroitement liés aux collections et aux thématiques traitées par le site, il y a inscription dans des dimensions contemporaines de
la création, mais d'une création populaire, peu importe sa reconnaissance ou non par les instances reconnues de l'art contemporain. Cet objectif, s'il était repris par d'autres sites, théorisé comme un programme, pourrait être un beau défi pour les écomusées et musées de société en général, pour renouer avec leur origine et construire une vision renouvelée de l'avenir, participer à la construction d'aujourd'hui et de demain. Voilà, je propose d'en rester là pour notre échange et de l'ouvrir dans des questions avec la salle. La première question de nos rencontres, donc je suis très émue. En fait, là, je suis très contente suite à cette table ronde parce qu'il y a une tension qui parcourt l'ensemble des échanges depuis 2 jours et qui, moi, me travaille un peu autour de la question de la médiation-révélation. Parce que c'est vrai que c'est une tension c'est 2 termes qu'on a tendance à opposer, avec une médiation qui serait de la transmission de connaissances et qui serait un métier propre à nos musées, et l'artiste qui serait ce révélateur et qui rendrait possible l'expression d'un discours ou d'un regard autre sur un territoire, sur des pratiques, sur une culture. Et c'est Noémie ce matin qui donnait l'exemple, alors je le lis parce que je ne connaissais plus le nom de l'artiste, Stéphanos Tsivopoulos, qui avait fait une installation au Muséum il y a quelques années autour des monnaies alternatives. Moi, j'avais vu cette exposition un peu vite, et en fait, je pensais que c'était vraiment la restitution d'un travail d'enquête du musée. Et je n'avais pas du tout compris que c'était une œuvre réalisée par un artiste. Et une des questions qui m'est venue en vous écoutant, et ça s'est d'autant plus confirmé avec ce que vous disiez autour de vos enquêtes sur le patrimoine culturel immatériel, c'est finalement quelle est la différence entre un artiste et un chercheur. On a parlé de la différence entre un artiste et un médiateur, mais finalement, c'est quoi la différence entre un artiste et un ethnologue ? Puisque l'ethnologue aussi, il fait ce travail de révélation, ce travail de mise à distance, ce travail de mailloticien qui permet aussi d'accoucher de discours différents et de donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas forcément. Et je termine avec ma question à tiroir. Ça pose aussi peut-être la question de la forme. Moi, j'avais envie de te répondre là-dessus, parce que du coup, j'ai un exemple aussi, non qui m'a perturbée, mais qui s'inscrit pile dans ce que tu dis. C'est la résidence. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont appelée, résidence. Elle n'avait pas de nom, et il ne se positionnait pas en termes d'artiste. C'est l'accueil de Noël Barbe et d'une autre anthropologue en Bretagne, à Saint-Brieuc, à l'occasion d'un événement entre guillemets, commémoratif autour de la grève du juin français, qui a donné lieu à une collecte anthropologique de la mémoire, en fait, et qui avait pour objectif une exposition qui est encore en cours actuellement en Bretagne. Et cette exposition, elle a fait couler beaucoup d'encre dans la réception, déjà par les historiens, parce que c'était un récit qui n'était pas le récit des historiens, c'est le récit de la mémoire qui avait été collecté par les anthropologues. Ça fait couler de l'encre chez les politiques, parce que du coup, ça a ému beaucoup, notamment on va dire plutôt le milieu du MEDEF local, on va dire, pour se résumer. Et puis la réception aussi par les publics, elle n'a pas forcément été évidente, parce que certains s'attendaient, dans un musée d'art et d'industrie, d'art et d'histoire, une bonne vieille exposition comme on sait les faire, avec des objets, des panneaux. On va raconter l'histoire on va commencer par une chronologie, l'histoire de la grève du juin français, tout ça. Et en fait, c'était pas du tout ça. Ça ressemblait plutôt à une expo entre guillemets d'art contemporain, quoi. C'était assez déstabilisant, comme voilà. Mais ça m'a. Enfin, moi, je souscris tout à fait à ce que tu dis, parce que du coup, dans ce que vous disiez de votre collectage, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait, non pas dans un musée de société, le considérer comme quelque chose d'éphémère, mais vraiment le conserver comme un matériau de recherche et de collection. Oui, alors après, ça prend d'autres formes et ça se construit. Il y a notamment une partie de composition et de co-composition avec une classe orchestre, etc., de la musique électronique. Et d'ailleurs, merci à Marie Potéchard aussi, puisque actuellement, du coup, une partie de ce projet a été acquis par le Musée alsacien de Strasbourg.
Mais effectivement, les formes sont très diversifiées et je ne saurais pas forcément répondre à la question de quelle est la différence entre un artiste et un chercheur. En tout cas, moi, je me considère comme chercheuse, même si je ne suis pas inscrite pour le moment en thèse. J'estime que je suis en train d'élaborer une recherche sur la mésologie et les transmissions, donc la question des milieux et ce qui peut s'y produire en termes de transmission, ce que le milieu permet, ce qu'il faut aussi s'y permettre, parce que je pense que cette question-là, qui rejoint les questions de réception des publics, qui parfois ne sont pas tout à fait en accord avec ce qui est présenté, c'est important aussi, je pense, des fois de garder en tête l'audace et puis des frictions. C'est un terme qu'on a abordé aussi tout à l'heure lors de notre repas. Et je pense que des projets un peu touchy, un peu ambigus parfois, peuvent effectivement, de prime abord, paraître mal reçus. Mais l'enjeu, c'est aussi de créer l'agora et de créer cette discussion. Et par exemple, moi, une des grandes parties de mon métier de médiatrice, si je peux dire, que je considère lorsque je suis par exemple médiatrice au Centre d'art de Vassivière, c'est surtout être en présence avec le public à l'issue de sa traversée, si on peut dire, et de pouvoir débriefer, de pouvoir confronter son point de vue, qu'on puisse échanger, qu'il puisse me dire qu'il n'y connaît rien du tout, mais que moi je puisse aussi confesser que je n'y connais absolument rien à la pêche à la truite. Et on est OK avec ça, mais du coup ça nous permet d'entrer en relation. Et enfin, je pense qu'il faut garder vraiment en tête l'audace et aller vers des visions, des projets, des intuitions aussi qui vous sont, j'imagine, propres par rapport à vos propres structures et vos objets. Et n'oublions pas ça. Voilà. Ouais. Je réponds très très vite, mais je pense que d'une certaine manière, tu as répondu à la question en mettant en avant la question de la forme. C'est-à-dire, je pense qu'un artiste, c'est un chercheur soucieux de la forme, un chercheur qui se soucie de la forme. Ensuite, cette question de la recherche, elle a été complètement écrasée par des formules à l'emporte-pièce ou qui sont utilisées comme des slogans du style Picasso, je ne cherche pas, je trouve, ou bien il y a eu tout le débat aussi sur le moment où les écoles d'art sont rentrées dans le processus de Bologne, donc la question de la recherche artistique, de la recherche en art. Mais enfin, quand on lit, quand on lit les carnets de Léonard de Vinci ou quand on lit les textes de Matisse, il y a évidemment de la recherche artistique qui s'exprime de façon discursive et puis ensuite qui va donner des œuvres. Ensuite, il y a toute une figure de l'artiste-chercheur. Je pense à des gens ou ethnologues comme Mathieu K. Abonin, qui a une expo au Crédac, ou tous ces artistes, le glaneur, cette dimension comme ça du glanage, de la recherche, de la recherche littérale, comme le cueillette, glanage, etc. Ça prend de plus en plus d'importance aussi dans l'art. Et enfin, je pense sur cette articulation ethnologie-art, il y a un moment décisif qui est quand même le moment de la modernité, qui est ce qui se passe au tournant des années 1920, avec notamment cette revue qui s'appelle la revue Le Document, où vous avez à la fois des gens comme Marcel Griault, les fondateurs de l'ethnologie à la française, et puis des gens comme Georges Bataille, André Masson, un peu dissident du surréalisme, qui vont s'intéresser de la même façon aux objets dits ethnographiques et aux œuvres d'art, et en posant très clairement la question de la valeur d'usage et de la valeur d'échange, qui est vraiment au cœur des écomusées et des musées de société, c'est-à-dire à laquelle Duchamp va répondre de façon un peu cynique en disant du seul fait d'être posé dans un musée, cet objet industriel qui avait une valeur d'usage a désormais une valeur d'échange. Et ça va donner lieu ensuite à toute une spéculation. Et le mot spéculation, comme par hasard, c'est un mot qui désigne à la fois une activité intellectuelle et une activité économique. Merci. Pour revenir sur la question de la forme, je pense qu'aussi la question entre le chercheur universitaire et l'artiste se pose aussi différemment, effectivement, avec le retour de l'artisanat, où l'interdépendance entre les deux est de plus en plus grande, parce qu'effectivement, pour faire une recherche sociale universitaire sur un domaine
Même par exemple sur le cas du feutre, même pour faire de l'histoire sociale, savoir comment on vivait à l'usine, comment on travaillait, tout ça, c'est très difficile d'entrer en contact avec les gens si on n'a pas un minimum de savoir technique et qu'on ne peut pas effectivement savoir que oui, une aiguilleuse ça fonctionne comme ça, parce que la technique va être la porte d'entrée en fait. Et le processus inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'il y a en tout cas, moi, j'en connais de plus en plus des gens qui font des études universitaires avant tout, on va dire, sur l'histoire du textile ou de la mode d'un point de vue universitaire, mais qui vont développer en parallèle une pratique amateur qui ne deviendra pas particulièrement élaborée, mais de broderie, ou pour savoir en fait avoir un langage commun, on va dire, entre chercheurs et sujets. Et je pense que c'est une question qui se repose beaucoup effectivement avec le retour du geste, de l'artisanat dans le champ de l'art et aussi dans le champ de la recherche où ça a été délaissé quand même pendant quelques années. Alors, merci pour ces réponses. Et du coup, c'est vrai qu'on sent à quel point les interventions de cet après-midi répondent à celles qui précédaient. Et pour ceux ou celles qui ont participé à ces rencontres depuis mercredi soir, moi, je tisse des liens entre des choses qui ont été dites comme ça et qui se rejoignent d'une intervention à l'autre ou d'une table ronde à l'autre. Et il y a une chose il y a une sorte de fil conducteur que je me suis tissé dans ma tête depuis, et qui est en même temps un questionnement, et je vais essayer de transformer en question pour que ça ne soit pas juste une remarque comme ça ou un coup de stabilo posé sur des choses qui ont été dites, des verbatim. C'est la question de la relation qui s'établit entre un ou une artiste qui vient travailler avec un musée et puis une ou plusieurs personnes du musée. Alors dans les témoignages qui ont été donnés, souvent ça a été le directeur, la directrice, le conservateur, la conservatrice. Et parfois ça va jusqu'à... on sent que derrière il y a des enjeux relationnels, de complicité, d'alliance, de bonnes relations. Ça a été dit plusieurs fois pour que ça marche en fait. Quelque chose où le curseur se met quelque part entre la carte blanche, on met l'artiste dans une pièce, on ferme la porte et on vient voir après ce qu'il a fait, sans rien lui donner. Et puis de l'autre côté, une sorte de cahier des charges qui serait de l'instrumentalisation, un travail artistique. Tu me fais ça parce que j'ai envie de dire ça et il faut donner une forme. Donc entre les deux, il y a quelque chose. Et donc ça rejoint... je trouve l'enjeu, ça rejoint deux questions qui viennent d'être abordées sur la longueur des résidences. C'est-à-dire que pour que cette relation existe, ça demande du temps. On n'établit pas une complicité, un dialogue comme ça, en encadrant les choses sur 2-3 semaines comme ça. Et d'autre part, ça fait écho pour moi à une expérience dont pourrait encore mieux parler que moi Géraldine du RIS à Villeurbanne, qui est quelque part là, voilà, ici. Parce qu'à Villeurbanne, où moi j'ai travaillé, elle y est toujours, mais moi j'y étais quelques années, aujourd'hui il y a un double double projet de résidence parallèle et concomitant de chercheurs et d'artistes. Des chercheurs en master ou un doctorat en résidence, et puis d'autre part des artistes, des projets qui se succèdent d'une année sur l'autre, qui fait que, en fait, moi, l'expérience que j'ai ressentie, c'est que au quotidien, lorsqu'on se retrouve à manger à midi, par exemple, prends juste un exemple comme ça, tout l'aspect convivialité, tout ce qui tourne, les à côté du travail, fait qu'à un moment donné surgit une parole, une réflexion, une interrogation, et du coup, c'est une forme de recherche collective aussi, au sens large, et d'invention, de processus, de création qui impacte un peu tout le monde. Donc, à partir de là, si on pouvait formuler une question, en tout cas quelque chose qui permette à certains de rebondir et puis d'exprimer. Alors la question que je me pose, alors plus précisément par rapport au projet qu'on pourrait vouloir développer à Gadagne, à Lyon, c'est justement de savoir est-ce que cette relation, elle doit appartenir à quelqu'un, c'est-à-dire si on lance un projet artistique, c'est plutôt une relation un peu exclusive pour que ça fonctionne, avec, par exemple, moi, parce que tiens, j'ai envie de travailler avec tel ou tel artiste, ou bien une collègue, parce que c'est plus son rôle dans le service, parce qu'elle est chargée de médiation, chargée des expositions, chargée des collections. Ou est-ce qu'il peut y avoir une relation plus collective entre un ou une artiste ou un collectif d'artistes et puis tout un ensemble de métiers? Et dans vos expériences diverses, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres?
Voilà, peut-être que ça n'appelle pas de réponse unique, évidemment. Mais... Définitivement, le collectif, en tout cas pour ce qui me concerne, est beaucoup plus fertile et permet aussi à chacun de se repositionner au fil des échanges. En tous les cas, c'est aussi une participation à la vie des structures, en fait. Ça peut aussi rabattre parfois les cartes dans une hiérarchie. Je ne me suis pas encore exprimée à ce sujet, mais par exemple, la médiation est quand même une grande inconsidérée, alors qu'aujourd'hui, et depuis ces rencontres, on entend la petite musique de la participation des publics, etc. Et je l'entends tout à fait, mais concrètement, les médiateurs, vous connaissez les fiches de poste, vous voyez à quel tarif ils sont employés en général, et il y a un véritable... Enfin, c'est assez terrible, je trouve ça révoltant, personnellement. Mais du coup, voilà, se mettre à plusieurs autour d'une table avec chacun des angles de compétences, je pense que c'est vraiment en fonction de l'artiste, bien sûr, mais très, très fertile. Moi, très vite, je ferai deux réponses. Une réponse très générale à propos de ce qu'on peut appeler la tonalité affective. C'est-à-dire, ce qui me semble essentiel, c'est de créer un climat avec une tonalité affective qui soit de l'ordre de l'empathie, d'une certaine forme d'empathie, de complicité. Et je pense que l'empathie, c'est vraiment le grand affect d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas un hasard si on entend à ce point parler d'empathie dans la jeunesse, parce que je pense que c'est vraiment l'affect qui correspond à l'écologie, c'est-à-dire au lien de solidarité. Et ça vient remplacer, par exemple, le grand affect qui était, à mon sens, celui du 19e siècle et qui est celui de l'art, qui est le snobisme, par exemple, qui est vraiment l'affect qui correspond au régime de la séparation, c'est-à-dire de l'arrogance, de la hauteur, le quant à soi, on est séparés. Et l'art a beaucoup souffert de ça. Et encore maintenant, quand vous rentrez dans certaines galeries d'art parisiennes, vous êtes un peu gêné si vous n'êtes pas super bien habillé, quoi. Et puis la réponse la plus concrète maintenant, ça serait un exemple de tout ça, c'est-à-dire d'une articulation heureuse entre le collectif et l'individuel, et qui est un programme absolument génial que vous connaissez sans doute, qui est le programme Nouveau Commanditaire, où vous avez un collectif qui se constitue et qui va adresser une commande à un artiste, et puis vous avez une figure qu'on appelle le médiateur, précisément, et qui va faire le lien entre ce collectif qui émane de la société civile et puis l'artiste. Et je pense que cette dialectique-là entre l'interlocuteur ou l'interlocutrice de l'artiste, qui va être le médiateur, et puis le collectif de la société civile, me semble une bonne façon de répondre à votre question. Alors, maintenant, il y a trop de questions, mais je vais les prendre l'un l'ordre. Il y a une question. On a plus que 3 minutes pour ceux qui partent en bus. Non, je voulais juste répondre aussi, comme ça, en parenthèse, de parler de l'aspect social de la démarche, d'une démarche artistique aussi, pour dire ce qui nous a amené à travailler avec les écomusées, c'est la rencontre avec l'éducation populaire. On en parlait avec Artopie, quand on sort d'une école d'art. Pour la plupart, on veut faire carrière. Et donc, on est dans notre recherche personnelle et on cherche d'autres... on est dans une sphère artistique, on va dire, et professionnelle. Et cette rencontre avec l'éducation populaire nous a permis justement de repositionner un petit peu l'acquis de notre recherche et de l'approche sensible du monde qui peut être partagée et créer justement cette nouvelle façon de voir pour fonctionner dans différents secteurs. Donc on parlait de l'écologie, mais je pense qu'il y a le social à mettre aussi sur la table dans tous ces processus. Juste pour terminer, faut pas, la résidence d'artistes ne change pas que les publics qu'on va essayer de toucher avec la résidence d'artistes, ça nous change nous aussi. Alors ça n'empêche pas qu'on reste professionnel, qu'on peut avoir un regard, mais honnêtement, après avoir passé autant de temps avec les artistes, aussi bien à construire le projet, à les accompagner, à effectivement parfois avoir fait énormément de médiation avec eux, après 3 semaines où on a passé 3 semaines dans le savon, tout le temps mouillé, donc à se changer les uns face aux autres, au bout d'un moment, en fait, on n'a plus tout à fait la même posture de directeur de musée face aux artistes. Ça marche aussi dans ce sens-là. Après, ça n'empêche pas qu'on reste dans une posture professionnelle, qu'on pose des limites et tout ça, mais ça sera forcément un rapport qui marche dans les deux sens. C'est vraiment une relation
d'autant plus quand c'est sur du temps long. Je vais être très rapide. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Le nom de la deuxième chercheuse anthropologue sur l'expo de Saint-Brieuc, c'est Nayeli Palomo. Et voilà, l'exposition termine, je crois, à la fin du mois. Donc, s'il y en a qui veulent la voir. Et je suis très contente qu'on parle de ce projet-là parce que ça fait le lien avec la question qui me traversait l'esprit en vous entendant cet après-midi. Je trouve que l'intérêt de l'exposition de Saint-Brieuc, c'est qu'un musée, une institution, n'a pas fait porter aux artistes des questionnements radicaux, des questionnements politiques, parce que c'est vraiment une exposition qui est politique sur un événement qui est très conflictuel. Donc c'est un musée qui a pris le risque du conflit, de ne pas être compris. Et je me demandais si, justement, dans un certain nombre de cas, faire intervenir des artistes, c'était pas un moyen pour les institutions musées de se décharger de ces questionnements conflictuels-là et de rester dans le politiquement correct et dans le consensuel. Voilà. Justement, pour une fois, je trouvais que en l'occurrence, c'était courageux que ce questionnement-là n'était pas porté par un artiste, mais par deux chercheurs qui ont en plus, ça rebondit un peu sur l'idée des limites que vous développiez tout à l'heure, qui ont aussi à cœur dans leur travail d'essayer de brouiller les limites institutionnelles entre l'académique, l'artistique, le scientifique, ce qui relève de l'art et ce qui relève de l'ethnologie. Donc la question, c'est est-ce que les institutions se déchargeraient pas du difficile en le refourguant aux résidences d'artistes, c'est ça? Est-ce que c'est pas le risque? Alors c'est peut-être un risque, en tout cas nous on l'entend pas comme ça, enfin, en tout cas on est sur une trop petite structure, nous c'est peut-être plutôt l'inverse, c'est-à-dire que comme je le disais, nous on va plutôt chercher l'anti-conflictuel parce qu'on a déjà eu effectivement des artistes qui ont posé des questionnements et les élus ont débarqué pour défaire l'exposition un jour d'absence du directeur et du personnel scientifique. Donc à l'inverse, ça va plutôt être l'inverse, je pense, sur des petites structures où les résidences ne sont pas forcément une évidence, où on va plutôt être à l'inverse dans la trop facilitation et peut-être qu'effectivement, nous, comme on est on relance et voilà, il y a un travail de conviction des élus, on va plutôt chercher à gommer toutes les frictions et c'est ce que je disais, est-ce qu'une résidence qui se passe tellement bien finalement, c'est pas aussi un peu une résidence ratée où on n'est pas vraiment allé chercher de nouveaux publics? Donc nous, ça sera plutôt l'inverse, on se déchargera pas trop sur la résidence d'artistes, mais parce que dans un discours général, on aura plutôt tendance à évacuer un peu le conflictuel, malheureusement, même si en théorie, le musée de société devrait effectivement être un lieu où on peut créer l'agora et le discours, c'est parfois un peu compliqué selon la taille des structures et le contexte quand même. Je ne pense pas qu'on puisse poursuivre plus longtemps. C'est vraiment une question fondamentale. Voilà, pour ceux qui ne partent pas tout de suite, on peut peut-être continuer. Voilà, qui reste. En tout cas, merci à tous et bon retour. Voilà, chacun, chacune. Et merci aux intervenants.